En fait, ce dont je vais vous parler ce soir, mesdames et messieurs, ça n'est pas de mon activité de généticien, de médecin. Je vais vous parler du bonheur. Pourquoi commençais-je par vous dire comme cela, je vais vous parler du bonheur? Marche-t-on en réalité pour une autre raison que de poursuivre le bonheur? Alors, je vois bien ce qu'il y a de scandaleux dans cette affirmation. Immédiatement, et l'une de mes excellentes amies qui est là devant moi, solidaire, me dira: mais monsieur Kahn, il y a tant de gens dans le monde qui marchent pour fuir la misère, pour fuir la guerre, pour fuir la tyrannie. Comment, parce que vous avez marché pour vous faire plaisir, pour vous dilater dans la joie, vous pouvez oublier cela? Eh bien, en réalité, je lui dirais non, vous avez tort. Ces gens qui fuient le malheur marchent pour retrouver le bonheur, pour retrouver la possibilité du bonheur. On marche presque toujours en réalité pour cela, dans les conditions les plus dramatiques, dans les conditions qui sont moins dramatiques. Et par une de ces pirouettes dont je suis coutumier, je dirais que malgré tout, même quand on marche, le malheur peut frapper. Et cette pirouette s'est présentée quelqu'un d'autre qui est ici, qui est un médecin, le président de la Ligue de lutte contre le cancer, la Ligue nationale contre le cancer de l'Aude, qui, comme vous le savez, comme toutes les ligues, mène un travail absolument formidable. Pour une maladie, il faut le savoir, je ne vais pas vous faire de peine, mais est une maladie du présent et de l'avenir, du passé et encore plus du présent et de l'avenir. Elle frappera une personne sur deux des personnes qui naissent aujourd'hui. Personne ne sera épargné dans sa famille de cette maladie. On progresse, il faut le faire encore plus, et quand la maladie survient, alors il faut aider les personnes à s'en tirer au mieux, et ça c'est essentiellement le travail de la Ligue. Donc, pensez sinon au président qui est là, pensez à ce qu'il représente. Parce que bien évidemment, elle ne fonctionne que de votre engagement et de votre générosité. Vous voyez que je trouve tous les moyens de passer de la marche à différents messages. Je reviens à cette marche qui est le moyen de trouver le bonheur, et je vais en parler à travers ma propre expérience. Je suis un marcheur depuis tout temps. Il faut que j'explique un peu comment cela m'est venu. Très naturellement, de par les circonstances. Il se trouve que je suis né le 5 septembre 1944, ce qui vous donne comme ça une petite indication vague sur mon âge. Et que très peu après ma naissance, dans un très petit village de l'extrême sud de la Touraine, à la frontière avec le Berry, mes parents sont rentrés à Paris avec les deux aînés, Jean-François Kahn, qui est déjà venu vous faire une conférence il y a quelques années, et puis le cadet, Olivier Kahn. Et le bébé, on l'a laissé à la garde d'une paysanne du village, une paysanne qui avait déjà 4 grands-enfants, une nourrice très sèche mais aimante. Les biberons y suffisaient. Et j'ai grandi là avec cette femme qui m'apportait tout l'amour, toute l'attention dont un enfant a besoin. De quoi un enfant a-t-il besoin? De manger, de respirer, de boire, et il a besoin d'amour. C'était pas celui de mes parents, c'était celui de cette femme pauvre, presque illettrée. Elle écrivait très difficilement, elle ne lisait jamais. L'argent que mes parents lui envoyaient pour la garde était une partie importante de sa subsistance. Si bien que quand elle se rendait à des fêtes, à des invitations dans des villages aux alentours, comme il y a ici un village à 4 km, 5 km, dès que j'ai quitté la poussette, eh ben, j'ai trottiné derrière les adultes pour m'y rendre et pour revenir, et donc je marchais. Elle n'avait pas d'autre moyen pour se rendre
à ces invitations. Et puis, j'ai aimé cela très rapidement. Et j'ai eu l'impression, entre ce village, cette nature, entre le chant du coq le matin, entre la connaissance que j'avais acquise de la signification des nuages emportés par la bise qui s'effilochent dans le ciel, que j'étais heureux. Je ne voyais pas comment il a été possible d'ailleurs d'imaginer vivre ailleurs que dans ce village, si bien que lorsqu'à l'âge de 5 ans, mes parents sont venus me chercher pour m'amener à Paris, ça a été épouvantable. Ça a été terrible. Je m'accrochais aux jupes de cette dame, longue jupe grise des paysannes, mes petits doigts, mes petits ongles bien fermés, j'hurlais « Maman nounou, je ne veux pas te quitter, maman nounou, je ne veux pas te quitter ». Devant ce vacarme, les chiens se sont mis à aboyer. Un peu plus loin, la mule et les ânes abrèrent. Dantesque. On a décroché mes doigts les uns après les autres, on m'a réellement arraché, et jusqu'à Paris, avec déjà de belles perspectives de voix, je n'ai pas cessé de hurler. Et j'ai été un petit garçon à Paris infernal, invivable, me vengeant comme je le pouvais de ce que je considérais comme un rapt, inacceptable. Alors, il fallait me calmer quand même, et pour me calmer, on m'a mis, dès que c'était possible, dans des activités de plein air, au louveteau, au scout, et je marchais. Et puis, ensuite, je suis allé à travers toute l'Europe en marchant, en autostop, dans des auberges de la jeunesse, j'ai marché, et j'ai jamais cessé de marcher. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à la question lorsqu'elle m'est posée. Qu'est-ce que représente la marche pour vous? Pour moi, la marche, c'est la vie. Je n'imagine pas simplement de vivre sans marcher. Ça arrivera peut-être, mais je n'en considère point la perspective pour l'instant. Et peut-être que ça n'arrivera pas. Peut-être que le jour où je cesserai de marcher, c'est que je serai mort dans la simultanéité totale. C'est le plus probable, d'ailleurs. Aujourd'hui encore, malgré un âge raisonnable, ben, je continue de marcher beaucoup. Partout où on me met, je marche. Récemment, j'ai été faire une croisière dans les fjords de Norvège, dans un pas trop grand bateau. C'était magnifique, je faisais des conférences, comme ça se passe dans ces cas-là. Alors, aux escales, je marchais, mais sur le bateau aussi. Tous les jours, je devais faire 30 à 40 fois le tour du bateau. Les gens me regardaient d'un air un peu étonné, à grande enchantée, je marche. Je suis un homme qui marche. C'est une des réalités de ce qui me concerne, mais très rapidement, j'ai donc été amené à enrichir un peu la signification de cette activité, de ce besoin irréfrénable de marcher toujours. Alors je l'ai fait. Tout d'abord, je crois avoir compris la raison pour laquelle cela s'est passé. J'ai eu l'habitude, ça a continué, mais rapidement, et je vais revenir à ce dont je parlais, le bonheur, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle toute ma vie je me suis engagé sur les chemins, c'est qu'il me semblait que c'était là le moyen de retrouver le paradis terrestre que je me souvenais être celui de mon enfance. Eh bien, voyez-vous, mesdames et messieurs, ça a marché. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai retrouvé ce paradis terrestre. Je crois que non seulement j'ai eu une vie heureuse, malgré les malheurs de la vie nombreux, mais j'ai eu une vie heureuse. La marche y est pour beaucoup. Je suis heureux aujourd'hui. Tous les âges de ma vie ont été les plus beaux âges de ma vie, et encore aujourd'hui, à bientôt 75 ans. Et la marche y est également pour beaucoup. Donc, ce plan-là, marcher pour retrouver ce paradis terrestre et pour être heureux, honnêtement, je vous en conseille la recette.
je peux témoigner qu'en ajoutant cela à la vie, en faisant une partie plus ou moins importante, on peut vivre heureux. Mais alors, vivre heureux, nous dites-vous, Monsieur Kahn, mais pourquoi? Eh bien là encore, progressivement, j'en suis arrivé à déterminer les raisons pour lesquelles cette quête du bonheur par le marcheur était si souvent un succès. Elle est une quête, et une rencontre d'ailleurs, de la beauté, de la liberté et de la pensée. Et je vais maintenant essayer de vous donner des exemples de la marche comme moyen d'accès à la beauté, à la liberté, d'exercice de la liberté et d'activité, pour moi, indispensable à l'épanouissement d'une pensée de qualité, d'une pensée riche. Tout cela, on le trouve un peu dans mes 2 livres où je raconte les 2 diagonales pédestres à travers la France, Pensées en chemin et Entre deux mers, mais on le retrouve encore plus dans le dernier livre, Chemin, qui est une autobiographie. L'autobiographie d'un homme qui marche, et qui toute sa vie a marché, et qui par conséquent n'a pas de difficulté à parler de sa vie, de la manière dont il s'est édifié, à travers des expériences de la marche, parce que rien d'important ne m'est jamais vraiment arrivé sans qu'à un niveau ou à un autre, la marche n'y ait été mêlée. Donc, c'est en effet possible. Ce livre, d'ailleurs, me permet de faire un tout petit détour pour vous faire prendre conscience de ce phénomène, sur ce que c'est qu'une écriture de mémoire, une recherche de mémoire. Dans ce livre, je pars de cette rupture douloureuse du petit Pressigny, quand mes parents viennent m'arracher à ma nourrice pour m'amener à Paris. Et puis, j'en arrive aux temps actuels, les dernières marches, quand j'ai 73 ans, quand le corps est devenu un peu plus rebelle, un peu plus vieillissant, un peu bavard. Alors, quand je raconte ça, ce qui s'est passé il y a 2-3 ans, même 10 ans, 20 ans, oh, je me le rappelle bien. Mais je raconte également des épisodes extrêmement importants pour moi, je crois me le rappeler, qui se sont déroulés quand j'avais 4-5 ans, 6 ans, 7 ans. Et là, la seule certitude que vous pouvez avoir, la seule garantie que je puis vous donner, c'est que c'est ainsi que je crois que les choses se sont passées. Honnêtement, elles ne sont peut-être pas passées comme ça du tout. Il n'y a pas de photo. Les autres témoins de ce que je raconte sont morts. Je suis le seul survivant. Et la vie des décennies et des décennies est passée là-dessus. Cette mémoire, profondément, a eu toutes les raisons de se remanier, de se réarranger. Il n'empêche que c'est ce que j'ai dans cette mémoire. Et donc, l'écrivain qui, à ce moment-là, prend la plume, pensez, si vous êtes amateur de littérature, à Patrick Modiano, qui est sans doute un des grands esthètes de l'écriture de mémoire, il commence par déchiffrer ce qui est imprimé dans sa mémoire, il le projette sur un écran, par exemple, à la face interne de ses paupières, il regarde le spectacle qui était emmagasiné dans son esprit, et ensuite, avec sa palette à lui, avec ses mots, le rythme, la phrase, il le dépeint. Il dépeint des images mentales. En réalité, puisqu'il n'y a plus rien pour rendre compte du passé dont je décris la mémoire, le passé n'existe plus. Le passé est ce que j'écris. Et donc cet exercice consiste à écrire au présent un passé qui a disparu.
C'est un exercice littéraire assez singulier. Donc, vous ai-je dit, la marche est un moyen incroyable de se confronter à la beauté, aux beautés en général. Tout d'abord parce qu'en marchant, on va partout, et qu'on y va au bon rythme, pour que rien ne nous échappe. Mais aussi parce que, lorsque l'on accède à certains spectacles de beauté, au prix de l'effort, au prix de la sueur, de la fatigue, parfois presque de l'épuisement, on a l'impression que la beauté qui nous exalte est aussi récompense de l'effort. Et l'effort consenti, à son tour, exalte cette beauté. C'est pas pareil de voir un lever de soleil après qu'un hélicoptère vous a déposé sur une crête de montagne. Et puis se lever à 3 heures du matin, à la frontale, monter pendant 4 heures, 5 heures, et puis arriver juste au moment où le soleil se lève. Ça n'est pas pareil du tout. Parfois, cette beauté est plus complexe encore. Puisque je suis ici en Occitanie, travail de mémoire, je vais vous rappeler un spectacle où tout se mêle. La beauté, l'effort, l'exaltation et l'amour. Je suis avec elle ce jour-là, au pied, après le grand lac des Bouillouzes, au pied du pic du Carlite, 2200 mètres à peu près, 2200-2400 mètres d'altitude. Vous connaissez bien, c'est tout ras, il n'y a plus de forêt à cet endroit-là. Il y a quelques marmottes qu'on a réintroduites il y a maintenant de nombreuses années, mais qui se plaisent bien. Il y a des isards qu'on voit passer. Et puis il y a cette espèce de pain de sucre extrêmement impressionnant du Carlite, 600 mètres de grimpée, qu'il faudra monter le lendemain matin avant de descendre de l'autre côté, dans la région lacustre, du côté de Font-Romeu. Elle et moi, nous sommes arrivés par un temps lumineux, ces beaux après-midi, avant ces belles soirées limpides d'été. On a monté la tente, et puis on a commencé à ramasser un peu des bois morts de rhododendron, quelques bouses également pour le petit feu du soir. Après quoi, on a décidé de se mesurer à l'adversaire, qu'il faudrait affronter le lendemain matin. Entre deux rigoles où suintait l'eau, sur un lit de ces rhododendrons, de cette prairie rase, on s'est allongé en mettant une petite motte sous la tête pour regarder la montagne, la main dans la main, et on s'est souri sans doute, on a regardé, on a pensé, on a rêvé, on était bien, quoi. Et puis dans la soirée, on a fait la popote, on a mangé un peu, on a fait le petit feu. On est rentré dans la tente, on s'est aimé, on a dormi, et à 2-3 heures du matin, on s'est levé. Il fallait y aller. Oh, c'est pas difficile de monter le Carlite, c'est que de la marche. Mais bon, c'est une rude grimpette quand même, hein, une rude grimpette. Si bien que... Et puis, il n'y a pas d'arrêt, ça monte continuellement. Si bien que quand on arrive là-haut, on peut être content d'être arrivé, mais surtout on est arrivé là-haut, au bon moment. C'est-à-dire que sur la crête pyrénéenne, en face, entre deux picots, le soleil s'est insinué et il a commencé à balayer les lacs et les laquais de la région lacustre. De différentes tailles, de différentes profondeurs, de différents entourages végétal, certains ont commencé à miroiter une lumière argentée, plutôt dorée, ou au contraire à se colorer d'un bleu, plus soutenu, plus clair.
tout à fait vagabond, certains des rayons se sont attardés sur une fleur émergeant de la grisaille, une de ces fleurs qui poussent dans la pierraille, très haut. C'était incroyable. Et puis, se tournant un peu, l'un à gauche, l'autre à droite, vers l'autre, on a presque pu mirer dans les yeux de l'autre ce paysage qui nous enchantait. Et dans les yeux l'un de l'autre, on a vu que l'on s'aimait aussi. Et que cet amour était exalté par cette joie, cette passion, cet enthousiasme de ce paysage dont la beauté était elle-même démultipliée par l'effort consenti, voulu, ensemble. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise, mesdames et messieurs, quand dans sa vie on vit quelquefois des moments comme cela, c'est l'épiphanie d'une vie de femme ou d'homme. C'est l'épiphanie d'une vie de femme ou d'homme. La marche offre aussi cela. La marche exalte la beauté, la marche exalte l'amour. Elle s'exerce en communion, en effort, en plaisir, en joie partagée. Je me rappelle également, pas trop loin d'ici non plus, lorsque, en 2013, tardivement, j'ai effectué une première traversée de la France. Je me rappelle, tout d'abord dans les Ardennes, et puis, en fait, jusqu'en Bourgogne. Cette année-là, il a fait un temps épouvantable. C'était dramatique. Il a commencé à pleuvoir quand je me suis mis en marche le 8 mai 2013, à 11 h du matin, je me rappelle. Et la pluie s'est arrêtée le 3 juin, dans l'après-midi. D'ailleurs, c'est de notoriété publique le printemps pourri de l'année, et j'ai traversé une France inondée. Troyes était inondé, le lac de Der était inondé, les chevaux qui étaient dans les prairies autour du lac avaient de l'eau au-dessus des pâturons. C'était... Je marchais, je partais, il faisait 2 degrés, j'étais absolument transi. Je supportais 1, 2, 3 orages de grêle. Le ciel était bronze, toujours, et la pluie tombait, tenace, assidue. Et je marchais, obstiné. Par moments, puisque le soleil ne voulait pas me réchauffer, m'éclairer, simplement, je passais à côté d'un bel champ de colza. Et le soleil, qui n'était pas aux cieux, venait de la terre. Et il suffisait à m'éclairer. Alors, à ce moment-là, simplement, je souriais. Et puis, à un autre moment, prodige. Le bronze pâlissait un peu. Un espèce de gris mitigé apparaissait. Le pire n'était pas certain. L'espoir était de ce monde. Ah, là, je m'arrêtais. Il pleuvait. Et je me disais, mais est-ce qu'à mon âge, déjà intéressant, ça n'est pas totalement déraisonnable de crapahuter comme ça des heures et des heures dans le froid, sous la pluie. Et puis, immédiatement après que je me posais cette question, la réponse évidente venait. Le ciel s'était éclairci. Le vent était de la partie. Il avait joué une petite symphonie en faisant trembler les feuilles des peupliers, des trembles, justement. Presque une sonnerie de trompette quand il s'était engouffré dans un petit vallon. Les vaches stoïques étaient bien sympathiques. Il y avait des moutons, que des moutons, je rêvais aux bergères. Et pensant à tout cela, je me disais, mais
Y a-t-il un seul endroit au monde où je serais plus heureux que là? Ben non. Il ne pouvait pas y avoir un seul endroit au monde où je pouvais être plus heureux que je n'étais là. La beauté, l'amour, parfois plus encore. Parfois, une sorte d'exaltation incroyable dont je connais bien les symptômes en ce qui me concerne. Quand cela arrive, j'ai ma gorge qui se serre, je m'arrête, je suis comme pétrifié, j'ai mes yeux qui s'embuent, la moiteur que je sens sous mes aisselles, dans la paume de mes mains, je me mets un peu à pleurer parfois, à sangloter. Mais ces sanglots, presque toujours, sont des sanglots de bonheur. On est tellement joyeux, on est tellement bien, le bonheur est tellement intense qu'il faut arriver à mobiliser pour rendre compte de ce bonheur une de nos réactions naturelles. Et on n'a pas énormément de réactions naturelles. On rit ou on pleure. Que voulez-vous faire d'autre? Oh, il n'y a pas de quoi rire. Eh ben on pleure. Voilà. Et je pleure comme une madeleine, confrontée à l'excès de la beauté. Parfois, ce pleur créé par l'excès de la beauté est douloureux. Un souvenir que j'en ai, j'ai 30 ans à l'époque. Un événement terrible s'est produit alors que j'avais 26 ans simplement. J'étais jeune médecin, j'ai raconté l'épisode. On m'avait demandé dans la matinée à l'Hôtel-Dieu, où j'étais interne en hématologie, si j'avais des nouvelles de mon père qui n'était pas arrivé à l'école qu'il dirigeait. J'ai dit non, j'étais marié, ma femme attendait son premier enfant, j'étais pas garant de mon papa. Et puis, rentrant dans l'après-midi, après la contre-visite, chez moi, un coup de téléphone de la gendarmerie de Mantes-la-Jolie. Monsieur Kahn, docteur Kahn, oui, voilà, il faut que vous veniez à Mantes-la-Jolie, on a trouvé un corps sur la voie, un homme qui s'est jeté du train, ça doit être votre père, il faut que vous veniez reconnaître son corps. D'ailleurs, il vous a laissé une lettre. J'ai pris ma voiture alors, j'ai conduit très dangereusement, dans l'état, vous pouvez imaginer que j'étais. Et les gendarmes m'ont montré cet homme dont la tête avait explosé sur le rail, mais qui à certains signes pouvait être reconnu, c'était mon père, incontestablement. Puis ils m'ont donné une retranscription de la lettre qu'il avait laissée en évidence sur le siège du compartiment qu'il occupait avant de se jeter du train. Une lettre qui se terminait par l'injonction « Sois raisonnable et humain » et qui est pour moi un fil d'Ariane qui, par la suite, a gouverné la totalité de mon existence. Donc, 4 ans après, j'ai 30 ans, je suis avec des amis et nous finissons le GR20 en Corse. Itinéraire classique des randonneurs s'il en est. On ne peut pas se dire marcheur et randonneur réellement si on n'a pas fait le GR20. Nous sommes donc dans la partie sud. On est au-delà du Monte Renoso et le dernier mont de la succession des monts, le Cinto, le Monte Doro, le Monte Renoso et le Monte Incudine, en forme d'enclume. Avant que d'arriver à l'Incudine, il y a, vers 2100 mètres d'altitude, un itinéraire en crête que l'on appelle l'arête des statues,
du fait de ces roches granitiques et de grès. Je crois qu'il y a les deux types de roches aux formes très singulières, évoquant des statues parfois figuratives, d'autres fois plus abstraites. Et la Corse est un pays extraordinaire, naturellement, avec cette lumière imparable des matins méditerranéens, quand il fait beau. Et ce matin-là, il fait, comme très souvent, en cette saison encore, il fait magnifiquement beau, encore frais, aucune brume de chaleur. L'humidité est partout en Corse, l'eau ruisselle de partout, ce n'est pas la Sardaigne, ce n'est pas un pays extrêmement humide, de montagne, de haute montagne. Et donc, le soleil se joue de ces perles de rosée sur le moindre brin d'herbe, un peu plus bas, quelques torrents, soit paresseux en méandre ou bien qui cascadent de pierres en pierres. À l'altitude où l'on est, au sud, vers Bonifacio, les golfs, de l'autre côté, vers Porto Vecchio, c'est un paysage extraordinaire. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me dis, mais c'est épouvantable. Moi, je suis là, dans la joie, dans toute la joie et dans tout le bonheur du monde, dans ce matin de gloire du juillet corse, et papa n'est pas là. Ça, il ne peut pas le partager. Ça, il ne peut pas le voir. C'est absolument inacceptable. C'est injuste. Et alors, c'est l'une des seules fois où ces larmes qui me viennent facilement face à l'excès de la beauté se sont aussi mêlées aux larmes de désespoir. Un désespoir et des sanglots tout à fait composites. Et je me rappelle m'être engagé alors à toute vitesse pour ne pas indisposer les amis qui étaient avec moi, parce que je joquetais de pleurs, j'étais ridicule pour autrui. Je me suis mis à marcher aussi rapidement, j'étais déjà très entraîné à la marche, redoutable marche. Je me suis mis donc presque à courir pour aller au sommet. J'étais limité par mes sanglots quand même, difficile de monter vite quand on pleure. Et puis, arrivé au sommet, un quart d'heure avant les autres environ, je me suis un peu rasséréné. Et lorsqu'ils sont arrivés, j'ai pu, sans qu'ils me croient forcément, indiquer que mes yeux rouges n'étaient que la conséquence des poussières, de la poussière du chemin. La beauté extrême, cette impression que l'on est au summum du bien-être provoqué par le bonheur intense, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'épiphanie, en utilisant un terme religieux, le bonheur à l'état pur, qui arrive à vous sidérer, je l'ai dit, et qui est d'une telle intensité qu'il dissipe tout autre souci, et même toute autre joie relativement subalterne par rapport à cela. Ce plaisir intense qui n'est limité que, hélas, par la conscience qu'il sera limité. C'est ce que j'appelle l'épreuve du sublime. L'épreuve du sublime. Deux évocations, déjà une, le sublime amoureux avec elle. Deux autres évocations, l'un plus spirituel, il sera une transition pour l'évocation de la spiritualité, un peu plus tard dans mon propos. Je suis cette année affreuse où il a tant plu à Conques après que le beau temps s'est mis de la partie. Un temps magnifique ce 3 juillet-là 2013. Pour ceux qui avaient fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, vous savez que si vous êtes passé par la Via Podiensis, évidemment il faut passer par là, vous savez que frère Jean-Daniel, qui est un frère prémontré, encore en activité, tous les soirs convie les pèlerins et les touristes, les marcheurs,
moi j'étais pas pèlerin, mais j'étais marcheur, j'étais avec les pèlerins, les convie à une visite guidée de l'extraordinaire tympan du Jugement dernier de la basilique Sainte-Foy de Conques. Magnifique, je me rappelle d'avoir pris des photos superbes. Et ensuite, il emmène tout son monde avec lui à l'intérieur de l'abbatiale et il se met à l'orgue. Ce soir-là était magnifique. Derrière les crêtes du Rouergue, le soleil s'était déjà caché, mais la luminosité en apparaissait encore, alors que la lune, pratiquement une pleine lune, s'était levée, et que dans le village de Conques, ils avaient allumé les réverbères un peu style médiéval, notamment autour de l'abbatiale. De sorte que c'était une lumière composite singulière qui traversait les vitraux en verre soufflé de Soulages, qui pratiquement l'irisait, comme de multiples pinceaux lumineux qui détaillaient chacun des motifs des chapiteaux surmontant les colonnades, et notamment la colonne du transept nord à laquelle j'étais adossé. L'arrestation de la jeune sainte, Sainte-Foy, au IVe siècle de notre ère, à Agen. Comme si ce spectacle ne suffisait pas, à ce moment-là, l'orgue a commencé de jouer, et ce soir, là, Jean Daniel était accompagné par l'un de ses amis, un trompettiste de qualité, à l'opposé, et le son de l'orgue et de la trompette, la lumière irisée, les pinceaux lumineux, les vitraux, les sons qui s'enroulent autour des colonnades, qui montent vers l'arc de plein cintre, qui descendent, qui retombent en pluie sonore de merveilles musicales, c'est extraordinaire. C'est incroyable, c'est inimaginable. Et alors là, l'idée m'a traversé l'esprit qu'il n'y avait pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre l'intensité de mon émotion, moi qui ne crois plus au ciel, et l'émotion de tous les pèlerins qui étaient là, dont je suis d'or que la majorité d'entre eux y croyaient. Nous avions exactement la même émotion. C'était la même vibration d'une totale humanité dans la splendeur de la beauté. Une autre rencontre du sublime, plus prosaïque, mais qui m'a beaucoup marqué, l'année d'après. Je suis cette année-là sur le plateau du Césalier. J'ai dormi à la Gaudivelle. Certains des marcheurs d'entre vous connaissez la Gaudivelle, il faut connaître la Gaudivelle. C'est une commune, la plus haute commune d'Auvergne, 25 habitants. Mais une commune tout de même, hein, une pleine commune. Vous voyez, ici, à Arzins, vous êtes une grande ville. Entouré de deux lacs, le lac du Haut, glaciaire, la Gaudivelle d'en haut, et le lac du Bas. Le lac du Haut est un lac volcanique, de cratères volcaniques, et le lac du Bas est un lac glaciaire. J'allais vers Blaine, une assez longue étape. J'étais monté pratiquement au sommet, ou à côté du sommet du Césalier, qui est le signal du Suquet, à 1500 ou 1550 mètres d'altitude, en compagnie des magnifiques vaches rouges à cornes en forme de lyre, les salaires qui sont une merveille. Et je redescendais vers un très beau cirque glaciaire du coin, lorsque d'un seul coup, je me suis bloqué, mais vraiment bloqué net, car quelque chose m'empêchait absolument d'avancer. Figurez-vous qu'il y en a de plus en plus, mais tant quand même, non. Figurez-vous que là, dans la pente, aussi loin que mes yeux pouvaient porter, vers le bas, à gauche, à droite, à 5 cm, 10 cm d'intervalle entre chacune d'entre elles,
un océan d'orchis tachetés. Il y en avait absolument partout. Dans tous les stades de maturité. Oh, vous aimez autant les fleurs que je les aime, autrement, comment pourriez-vous être totalement humain? Comment peut-on être totalement humain si on n'aime pas les fleurs? Ne pas aimer les fleurs, c'est ne pas aimer la beauté du monde. Et donc, vous savez que jeunes, les orchis ont comme leurs petits points fermés, souvent striés de rouge, presque capricieux, là. Et puis un peu plus tard, ces adolescents un peu rétifs deviennent de belles jeunes filles, Shiva, ouvrent leurs mains, se mettent à les agiter au frais vent des cimes, comme une danse du voile pour séduire le marcheur. Mais que voulez-vous? Il l'est, il n'est pas de bois, le marcheur. Certaines de ces décorations de ce voile sont pourpres, en rayures, roses, violettes. C'est absolument extraordinaire. Et là, et ça je me le rappelle très bien, je me suis dit à ce moment-là, on connaît tous les malheurs du monde. On ne va pas dire que le monde va bien. Aucun pays réellement ne va bien, il y a de l'inquiétude. Mais dans ce monde qui est ce qu'il est, je me suis dit que tant qu'existeraient de tels spectacles, tant qu'existeraient des femmes et des hommes capables d'éprouver une telle joie en les voyant, alors le malheur absolu ne pouvait pas exister sur Terre. Le malheur absolu ne peut pas exister sur Terre. Lorsque je parle, dans les termes que je choisis, de la beauté de l'épreuve du sublime, de Conques, les croyants me regardent, croyants mais incrédules me concernant. Vous avez prétendu, monsieur Kahn, que vous aviez perdu la foi, mais à d'autres, vous êtes totalement dans un univers de spiritualité. Et un pas de plus, ils en arrivent parfois à me demander, mais derrière cette harmonie de ce monde que vous traversez, que vous arpentez, ne voyez-vous pas la grandeur de celui qu'on est responsable? Et Dieu dans tout ça. Alors c'est vrai que je suis totalement empli de spiritualité. Ma pensée est emplie de spiritualité. Ma pensée de l'autre est emplie de spiritualité. Mon contact à la nature est empli de spiritualité. Mais pour moi, ce n'est pas la spiritualité d'un ailleurs, d'un bon Dieu, d'une transcendance. Je n'en fais pas l'hypothèse. Je ne suis pas du tout choqué que quelqu'un d'autre en fasse l'hypothèse. Mais pour ma part, je n'en fais pas l'hypothèse. Simplement, quand je me trouve dans ces situations, je suis comme ce jour-là, bien avant que Notre-Dame de Paris ne brûlât, l'un des premiers laïcs à remplacer les sermons de Carême par un dialogue avec un chrétien. En mars, par conséquent, à Carême, dans Notre-Dame, la nef pleine de fidèles, face à la rosace, enveloppée dans des flamèches colorées, la magnificence. Je crois à la spiritualité. J'en suis entouré de cette spiritualité. De la même manière, je monte ce jour-là, je ne sais pas quand, il y a 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, vers la crête, et puis à droite, vers le ravin. On en a vu en se promenant, Jean-Marie, tout à l'heure, pas dans un ravin un peu plus haut, des genêts avec leur odeur un peu poivrée. Ils dévalent dans la pente et ils s'approchent du fond où l'on devine le torrent, on l'entend en tout cas, et il se manifeste par les 1000 étincelles d'argent de ces éclaboussures lorsqu'il cascade de galets en galets, de roche en roche.
Dans tous ces cas-là, oui, l'esprit existe, mais c'est mon esprit dilaté, enthousiasmé. Éventuellement, c'est l'esprit des hommes et des femmes, éventuellement des hommes et des femmes qui s'aiment ensemble. Il est dans un tel état d'ébullition qu'il est à l'étroit dans leur boîte là crânienne. Alors, il trouve tous les orifices possibles. Il sort de la tête et il se répand dans le paysage. Lui aussi, il dévale la pente. Lui aussi va vers le torrent. Il se met à envelopper le moindre pic, le moindre vallon, le moindre col. Et alors, l'esprit de l'humain est en totale résonance, en totale communion avec l'esprit du monde, avec l'esprit de la nature. Voilà ce qu'est, me concernant, la spiritualité. La beauté, la liberté. Quel mot magnifique, la liberté. Mais est-ce qu'on est souvent libre? Non, on n'est pas souvent libre. Quand on est petit, on n'est pas très libre parce qu'il faut bien être élevé. Et si on n'en faisait qu'à sa tête, eh ben, on recevrait justement... Avant, c'était les taloches. Maintenant, on ne donne plus de taloches. Mais enfin, on serait réprimandé. Et puis après, on est à l'école. On n'est pas tout à fait libre. Autrement, on ne fout rien. Il faut suivre un programme. Puis après, assez souvent, moi ça m'est arrivé assez tôt, on tombe amoureux. Alors quand on est amoureux, on n'est pas vraiment libre, parce qu'il faut quand même s'occuper un peu de l'objet de son amour. Et puis, ensuite, éventuellement, on prend une famille. Alors quand on a une famille, on n'est pas libre, que voulez-vous? Il faut bien faire ce que... Voilà. En permanence, on est en train de dire à l'autre ce qu'on va faire. Pas libre du tout. Et puis, il faut s'occuper des enfants. On n'est pas libre. Puis assez rapidement, on accède à des postes de responsabilité. Moi, j'ai été interne des hôpitaux de Paris, chef de clinique, médecin-chef d'une préfecture en Afrique. J'ai dirigé un laboratoire, une équipe, une unité de recherche, un institut, une université, un nombre incalculable de commissions et de comités. Dès que vous faites ça, vous n'êtes pas libre du tout. Car vous faites ce que vous êtes engagé à faire. Pas ce que vous voulez faire, mais ce que vous êtes engagé à faire. Il n'y a pas de moyen d'être moins libre que d'être plus responsable. Et en fait, la liberté est toujours un peu réduite. Alors, quand, après ma fonction de président d'université, et après avoir mené une campagne électorale mémorable aux législatives contre François Fillon, dans la 2e circonscription de Paris, celle du Palais Bourbon, du Sénat, de la Tour Eiffel, de l'école militaire, du Panthéon et de la Sorbonne. Alors, la circonscription ici de l'Aude est belle, mais celle-là, je ne vous dis pas quand même. J'ai décidé de tout laisser tomber et de me transformer en cheminot vagabond, allant au rythme de mes pas. Alors, j'ai connu un autre type d'extase. Je vous ai parlé de l'extase de l'amour, je vous ai parlé de l'extase de la beauté, je vous ai parlé de l'épreuve du sublime. Et bien là, il se trouvait que je n'étais, momentanément, parce que ça risque de pas durer, ça n'a pas duré d'ailleurs, j'étais à ce moment-là responsable de rien. Mais vraiment responsable de rien. Mes enfants étaient grands, ils étaient bien arrivés, de belles situations. Mes petits-enfants n'avaient rien à craindre, ils ne comptaient pas sur moi, je les aimais naturellement, mais enfin, c'est comme ça. J'avais aucune responsabilité, et quoi que je fasse, de très bien ou de très mal, personne ne pouvait s'en féliciter, et personne ne pouvait en pâtir. Je m'arrêtais quand je voulais m'arrêter, et repartais quand je voulais repartir. Je ne demandais rien à personne, ça ne regardait personne. Je changeais de parcours quand je voulais changer de parcours, quoi que j'ai annoncé. Et j'ai expérimenté là pendant 2-3 ans, les 3 ans
qu'a duré cette période de ma vie, où je me suis gardé d'accepter quelque responsabilité que ce soit, j'ai connu un degré de liberté que je ne soupçonnais pas, dont je ne soupçonnais pas qu'il fût possible. Alors je vous l'ai dit, ça n'a pas duré. Après, j'ai recommencé à prendre des responsabilités les unes après les autres. Mais l'énergie extraordinaire que m'a donnée cette période, maintenant je l'ai au fond de moi. Et en plus, ça a au moins un avantage. C'est que, ayant goûté cette forme d'extase, là, alors plus encore qu'auparavant, aujourd'hui, plus personne n'est capable de me faire faire ce qui me fait chier. Voilà. J'ai connu ça et je ne suis pas prêt à le lâcher. C'est extraordinaire. Un jour dans sa vie, être libre. D'ailleurs, ça me renvoie à un scénario, à un épisode que j'ai conté plusieurs fois, mais pas ici. Mina le connaît, peut-être vous, je crois, mais pas tous, qui remonte à très loin, où j'allais du Cantal jusqu'à Volvic. Et nous étions cette année-là dans le massif du Puy de Sancy. La veille avait été une très belle journée, mais le très mauvais temps s'était mis de la partie. Le soir, la nuit avait été mauvaise. Et on était les uns derrière les autres à la queue leu-leu. Comme j'étais sans doute déjà le plus expérimenté et le plus entraîné à la marche, c'était moi qui faisais le guide, j'étais en tête, sur une crête entre 1500 et 1650 mètres d'altitude, par un temps épouvantable. Il y avait un brouillard, on ne voyait pas à 30 mètres, il y avait un vent extrêmement frais, je ne me rappelais plus la température, mais pas tellement au-dessus de zéro, il faisait vraiment un temps de chien. Et là, dans ce temps, on marche comme ça, je vois une forme, le premier, je suis en tête, une forme singulière qui est argentée, miroitante, malgré le brouillard. À ras le sol, je m'approche, et c'est la silhouette d'un très vieil homme, enveloppé dans une couverture de survie, en aluminium, qui est là, totalement transi, affaibli manifestement. À côté de lui sont posées les 2 cannes anglaises, sans l'aide desquelles, je l'apprendrai rapidement, il ne saurait marcher. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral, extrêmement grave. Et justement, marchant avec ses 2 béquilles, il a été pris par le mauvais temps, il ne va plus se dégager à temps. Et il a, tant bien que mal, heureusement il avait une couverture de survie, il a passé la nuit là. Je ne sais pas l'âge qu'il a, si ça se trouve, il est plus jeune que je ne suis aujourd'hui, mais à l'époque, il me semble très vieux. Et donc, on fait ce que n'importe qui aurait fait, on n'est pas du tout héroïque, c'est-à-dire que tous, on met sac à terre, très vite, on sort nos duvets, on l'enveloppe dans nos duvets, et puis on sort un réchaud, on fait du feu, on fait bouillir de l'eau, un café très sucré, bien chaud, on lui en donne. Il reste quelques myrtilles avec du sucre, on les avait cueillies la veille, on lui fait manger des myrtilles, des biscuits. Bon, il reprend un peu du poil de la bête. Pas moi, parce que je lui pose la question la plus sotte que de ma vie, j'ai jamais posée à quiconque. Alors qu'il va un peu mieux, je m'exclame, avec une impudence honteuse, je dois dire. Mais, écoutez, monsieur, qu'est-ce qu'un homme dans votre état peut-il bien faire par un tel temps ce matin-là? Et alors, je vois très bien cet homme lever la tête, il est assis là, lever la tête, d'un air interloqué, très probateur, se saisir de ces 2 cannes anglaises, s'en aider pour se mettre debout, son visage à la hauteur du mien, à 10-15 cm, ses yeux entourés de ce cercle blanc de cholestérol, le gérontoxon, disent les médecins, dans mes yeux de jeune homme encore. Et puis, prenant ces 2 cannes d'une main et tendant son doigt libre accusateur vers moi, « Et quoi, monsieur, et quoi? Peut-être vous voudriez que je sois à l'hospice, à quémander après le pistolet le bassin? » Vous
savez, monsieur, vous savez, chacun choisit sa vie. Cette phrase m'a considérablement marqué. J'étais sot, et il avait raison. Et maintenant, je ferai naturellement son choix là. Je vous l'ai dit, il est si rare que l'on choisisse sa vie, dans sa vie, si rare. On l'a choisi dans un petit éventail de possibilités, on ne la choisit pas vraiment. Quand il nous est donné à un moment donné, même au péril de sa santé, de choisir vraiment sa vie, parce que le risque que l'on prend est bien moins grand que le risque de la déchéance, le risque de l'ennui, le risque de la petitesse. Alors là, on est pleinement homme. Et là, vraiment, on choisit sa vie. La liberté, la beauté, la pensée. Je vais terminer par la pensée. Je suis totalement incapable, pour ce qui me concerne, de penser sans marcher. Le grand philosophe allemand Nietzsche, qui était un grand marcheur aussi, beaucoup de penseurs ont été des marcheurs, disait il n'y a pas de pensée assise. Et je suis assez d'accord avec lui. Le penseur assis est souvent un penseur médiocre. Montaigne disait quelque chose comme ça aussi. Voilà. Il y a une pensée debout. Il y a une pensée fière. Et pour quelle raison en est-il ainsi? C'est que la marche offre tout ce qui est propice à l'épanouissement de la pensée. Tout. Tout d'abord, l'évitement du sommeil. Comme je prends le train en permanence, je peux vous dire que quand je pense intensément dans le train, je pense intensément pendant un quart d'heure parce que 20 minutes après, je dors à point fermé. Évidemment, si je marchais dans le couloir, je ne dormirais pas. Et quand vous marchez même 10 heures et que vous vous endormez, ça arrive rarement, ça ne m'est jamais arrivé, vous tombez par terre, ça vous réveille et vous recommencez à penser. Donc voilà, prosaïquement, marcher est la seule possibilité de penser continuellement. Et puis, vous voyez quel est le style, ce qu'a à faire le musicien lorsqu'il compose sa ligne mélodique. C'est une ligne mélodique, une transposition musicale de ses images mentales. Mais elle a besoin d'être articulée. La question du rythme est fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle il cède en composant, en s'aidant des fois au piano pour tester une phrase musicale, d'un métronome. Tac, tac, tac. Il offre le rythme nécessaire pour donner du corps, de la structure à la phrase musicale. Eh bien, le pas obstiné d'un pas après l'autre et puis recommencer, c'est le métronome. Et la pensée s'articule extraordinairement autour de ce rythme de la marche. Troisième élément, la pensée est fille frivole. Et elle a besoin d'être stimulée. Elle a besoin d'être alimentée. Un point de départ afin qu'elle s'exalte, afin qu'elle s'ébroue simplement. Or, toutes les perceptions du chemin, le vent dont j'ai parlé, le chant de cet oiseau, ces étincelles d'argent de la cascade, ces paysages que j'ai dit, quels qu'ils soient, ce sont des perceptions qui créent des sensations, qui évoquent des émotions, qui renvoient directement à des images mentales, à des souvenirs multiples, et qui les appellent au tribunal de la conscience. Pour les neurologues, la zone préfrontale se met à travailler avec ça. Et donc, en permanence, ce travail de constitution de la pensée est stimulé. Et évidemment d'une richesse qui ne connaît pratiquement aucun
équivalent. Aucun. Des fois, la pensée s'en passe. En 2013, quand j'étais avec les pèlerins sur la Via Podiensis, il y a 80 km du chemin de Compostelle, qui, pour ceux qui l'ont fait, et vous devez être un certain nombre, qui se font dans les champs de maïs. Sur le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Béarn. C'est formidable comme paysage parce que c'est tout plat, ça varie entre 280 mètres d'altitude et 233 mètres d'altitude. C'est tout sablonneux, c'est toujours tout droit. Et à gauche et à droite, il y a des épis de 2 mètres à 2 mètres 50 de haut. Et pendant 80 km comme ça. Un épi, une poupée de maïs, c'est une merveille, mais enfin, au bout d'un quart d'heure, vous avez fait le tour. Peut-être même 5 minutes. Or, vous avez à marcher des dizaines d'heures. Et alors là, c'est absolument extraordinaire parce que tout ce mécanisme de réalisation, de constitution de la pensée se met à fonctionner de manière autonome. C'est-à-dire, plus rien n'intervient, mais vous projetez ces images, et puis elles sont comme des papillons multicolores. Vous les saisissez avec votre épuisette à papillons, et puis vous en regardez un. Il est beau, il n'est pas beau. Non, on lâche, on en prend un autre. Celui-là, il est formidable. Alors on se met à l'examiner. On va rester la journée avec lui, le cas échéant. Et ça permet, quand on se pointe là, à la sortie de 20 ou 30 km de champs de maïs, à regarder les pèlerins qui passent. Normalement, les pèlerins sont des gens qui ont une vie intérieure intense, et donc ils doivent être comme moi, c'est-à-dire dilatés de bonheur à la sortie des champs de maïs. Il y en a qui font la gueule. Leur vie intérieure ne doit pas être vraiment intense, et c'est suspect. Je vous le dis. La pensée, également, permet, et je terminerai par cela, permet d'analyser ce que l'on observe. Et là, c'est plutôt une référence à mes 2 diagonales tardives, celle de 2013-2014 et puis ensuite le livre Chemin. Surtout en 2014, en 2013, j'ai commencé à traverser des territoires où la crise industrielle avait fait des ravages épouvantables. Ce qu'on appelle la diagonale du vide, où la situation est bien pire encore qu'elle n'est par chez vous, où il y a des difficultés, où les cités ont perdu en général les 2/3 de leurs habitants, où il y a 50-70% des gens qui vivent aux minima sociaux, où le chômage est toujours supérieur à 20-22, le chômage total, catégorie à 22-24%, quelque chose de tout à fait épouvantable. Et j'ai décidé de ne pas jouer l'esthète, tellement choqué par la dureté de ce qu'il voyait, qu'il détournait un regard gêné pour le garder intact au spectacle de beauté. Non, j'ai décidé d'affronter cette réalité-là. Je descendais de mes campagnes, j'arrivais dans ces bassins jadis industriels où tout avait disparu. Toute vie sociale avait disparu aussi. Il n'y avait plus de syndicats, il n'y avait plus d'animation, il n'y avait plus de vie associative pratiquement. Oh, quelques enseignants qui essayaient courageusement comme ils le pouvaient. Chacun dans sa coquille, chacun pour soi, chacun pour arriver à survivre. Dans ces conditions-là, je me suis rendu compte que ces personnes s'étaient tellement habituées à ce que génération après génération, tout s'aggrave. Les manufactures, les usines, les emplois avaient disparu les uns après les autres. Les magasins étaient partis, les médecins aussi, les pharmacies avaient fermé, il n'y avait plus d'école, tout avait disparu. Qu'ils avaient intégré l'évidence, la certitude, que le cours de la vie était le cours d'une évolution vers le pire. Seul, il était là à attendre que l'on y vienne. Qu'on y arrive était certain. Et c'est cela qui entraînait ce grand mouvement de désocialisation. Pour s'engager
pour faire des choses ensemble, il faut penser que ça peut être utile. Mais si le pire est certain, à quoi bon? À quoi ça sert? J'ai expliqué aussi que ces personnes-là étaient tellement désespérées du présent et épouvantées par l'avenir qu'ils en étaient arrivés à ne plus accorder aucune importance au discours habituel des gestionnaires et à trouver des coupables de cet état. Les élites, évidemment, Paris, les étrangers, l'Europe, les coupables. Quand un parti leur proposait un avenir beau, miroitant, étrange, étonnant, ils n'y croyaient pas, car dans l'avenir, ils ne voyaient que l'aggravation de la situation d'un présent qu'ils déploraient. Et c'est la raison pour laquelle, progressivement, en masse, de plus en plus, ils prêtaient l'oreille aux forces politiques qui leur proposaient comme avenir le retour au passé. Un passé idéalisé, et c'est ce qui explique que déjà à l'époque, et ça a progressé depuis, aux élections de 2012, Marine Le Pen avait souvent dépassé 50% des voix dans tous ces territoires. J'ai été tellement épouvanté que j'ai dit que ces populations faisaient sécession avec la République. Et qu'il était absolument fondamental d'y porter le regard et d'y consacrer des efforts. J'étais allé l'expliquer au président de la République, à l'Élysée à l'époque. J'avais appelé de mes voeux un plan Marshall des territoires oubliés de la République. Bien évidemment, vous l'avez reconnu, ce sont les territoires des Gilets jaunes. Ce sont les territoires des Gilets jaunes, et c'est toute la sociologie de ce mouvement. Pour qui m'avait lu, et j'en reparlais dans le livre Chemin, vous connaissiez avant même que cela se déroule tout du mouvement des Gilets jaunes. La force, effectivement, pour certains, pas tous, mais la force pour certains du malaise, des situations difficiles, du fait de la désocialisation, l'extraordinaire difficulté à s'entendre sur quoi que ce soit, une plateforme commune. Non, ils étaient tous dans leur coin. Mais comme, d'un seul coup, étant tous dans leur coin, ils se retrouvaient souvent dans la chaude solidarité du combat des ronds-points, alors se développait cette socialisation des ronds-points qui a été une des caractéristiques de ce mouvement. Et puis, d'autre part, et ça parce que de toute façon c'était bien un des votes très importants des territoires où ils avaient émergé, un mouvement social, c'est un mouvement social, qui était fortement influencé par les idées d'extrême droite, la première fois depuis la dernière guerre mondiale que cela se passait en France. Et donc, vous voyez, quand vous marchez, l'observation attentive, aux aguets, curieux de tout, c'est vrai que vous pensez, et parfois vous pouvez penser utilement et bien, mais on ne vous écoute pas toujours. Merci. Merci Axel. C'est pas une question, c'est un souhait. J'espère que, bien que l'ayant fait en voiture, vous aurez eu des émotions en découvrant nos paysages vers le Père. Voilà. Et que vous reviendrez les parcourir à pied, donc à ce moment-là. Et avec nous en notre compagnie, en la mienne, si vous m'acceptez comme compagnon de marche. Y a-t-il des questions? Donc, j'ai qu'un seul micro, mais peut-être il en faudra un second. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Je voudrais parler
je vais parler d'une initiative que j'ai créée il y a 10 ans maintenant, que j'ai cofondé en fait un guide touristique. C'est une association qui s'appelle le Guide du Flâneur. Je suis désolé, je suis très ému par ce qui s'est dit là. Ne soyez pas trop ému. J'ai bien suivi. Vous avez donc créé ce guide du flâneur. Oui, voilà. Alors c'est un guide en fait touristique. Il y a 10 ans de ça, on partait sur les routes avec ma compagne pour aller soutenir les petites structures. Parce que, comme vous l'avez dit, tout a disparu et on a trouvé qu'il était important de soutenir les petites structures. Petits agriculteurs, petits artisans. Et le fil rouge de ce guide touristique, c'est la randonnée pédestre, la marche. Parce que vous n'en avez pas trop parlé, mais la marche, en fait, permet la rencontre. La rencontre, c'est fondamental dans la randonnée, en fait, dans la marche. Et, on croise des personnes à bonne distance pour entrer en contact. Alors, ça dépend où on marche, évidemment. C'est la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, c'est que oui, j'ai fait des rencontres, je vous laisse parler, mais je suis un grand amateur également de la solitude, c'est-à-dire que dans les endroits où je marche, j'étais un très grand montagnard. En haute montagne, j'essayais d'éviter, à part quand j'ai fait Compostelle, évidemment, sur le chemin de Compostelle pour rencontrer des gens. Mais ce périple est magnifique, mais il y avait trop de personnes pour moi, il y avait beaucoup trop de gens. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de cela. Je rencontrais des gens aux étapes, on mange beaucoup. Alors pour finir là-dessus, en fait, on a créé ce guide avec ce fil rouge en fait, de la marche, en fait, parce qu'on a pensé que la meilleure façon de découvrir une région, c'est de la parcourir à pied. Vous en avez un exemplaire là, dehors, que les gens puissent regarder? Non. Vous auriez dû. Non, parce qu'en fait, c'est un guide touristique qui est associatif, on fait ça sans moyens, on ne demande pas de subvention, on le finance tout par nous-mêmes, il est uniquement en ligne, il est uniquement sur Internet. Bon, vous avez peut-être un numéro à donner pour les gens qui veulent aller le voir. Allez. C'est www.leguideduflâneur.fr. C'est facile. www.leguideduflâneur.fr. Bravo, monsieur. Je voudrais juste finir là-dessus. Quand on arrive dans une petite région à pied, en fait, on aborde cette région d'une certaine manière, on se débarrasse de l'étiquette de touristes et d'étrangers, on arrive d'égal à égal avec les personnes qui vivent loin. Ça, c'est essentiel à mon avis. Absolument. Bonjour Jacques. N'y a-t-il pas dans vos marches des moments où vous oubliez la spiritualité, où vous oubliez la beauté, où vous oubliez l'amour? Et je pense à vos marches quand vous aviez eu votre poignet cassé. N'y a-t-il pas des moments de souffrance où la souffrance n'est que le point essentiel de votre marche? J'ai eu des moments de souffrance, oui, beaucoup. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Il y a une exception que je vais vous conter. Mais la marche de poignet cassé, la marche dans le massif des Monges, cette marche tout à fait folle où j'ai fait près de 43 km, 1853 mètres de montée, 2352 mètres de descente dans une seule journée, 12 heures de marche ininterrompue, où les 10 derniers kilomètres, la seule pensée là pour le coup c'était est-ce que je vais réussir à mettre un pas derrière l'autre, ou est-ce que je vais m'arrêter là. Dès que je suis arrivé à Digne, après avoir dévalé plus de 1000 mètres dans les cailloutis des nivelés, dès que j'ai pris ma douche, je me suis retourné sur ma journée et j'ai dit « Ah, quelle belle journée j'ai passée là !» Alors il y a une exception. Il y a une exception qui se passe dans l'étape qui va me mener à Droiturier. Droiturier, c'est juste avant les monts du Bourbonnais, avant de s'engager les monts du Bourbonnais, puis ensuite les monts du Forez, la Loire et les monts du Forez. Quand je suis passé vers Moulins, je m'étais fait envoyer, ma fille habite dans le coin, j'avais dormi chez elle, je m'étais fait envoyer par ma compagne une nouvelle paire de godasses, parce que des chaussures modernes, ça fait 1000 km, ça n'en fait pas plus. Donc j'avais déjà fait 1000 km, il me restait 1000 km à parcourir, donc j'ai changé de chaussures. Normalement, je les avais essayées, mais pas bien. Et donc, dès la première étape, j'ai fait
de gigantesques ampoules, derrière la corne des talons, extrêmement profonde, vraiment le supplice. Et cette étape qui m'a amené à Droiturier était une étape de 42 ou 43 km, donc elle n'était pas très difficile, mais longue, 42-43 km. Et chaque pas était un calvaire. Et alors là vous avez raison. Et là je me suis rendu compte que je vous ai vanté la force de l'esprit. Et j'y crois. Mais quand même, lorsqu'il y a confrontation, celle des pieds est supérieure. Bonsoir. Tout le monde qui me connaît dira que je suis un grand timide. Alors d'abord, je vais vous féliciter pour... c'est pas une conférence, vous êtes un très très grand poète et surtout un formidable conteur. Et je trouve que vous transmettez parfaitement votre passion. Et là vient ma question, est-ce que vous ne pensez pas que d'autres activités, on va dire, loin de la marche, je veux dire le vélo, ou je ne sais pas moi, la pêche à la mouche, ou d'autres activités, j'ai pas dit la chasse. Et est-ce que ce sont finalement des passions qui font que ça nous emmène vers un certain bonheur? Et puis j'ai une deuxième petite question. Vous avez dit, on ne peut penser que 2 bouts. Est-ce qu'on peut penser 3 bouts, 4 bouts, 5 bouts, ou même est-ce qu'on peut penser 10 bouts? Alors, oui, de toutes les personnes dont je peux compter les expériences, le ressenti et le vécu, celle que je connais le mieux, c'est moi. Donc, je vous ai conté ce qu'était la marche pour moi. Mais la bicyclette offre des sensations. On ne va pas partout en bicyclette. Pour passer la montagne, pour grimper, c'est moins commode. Donc, on est plus limité. Elle offre moins d'espace de liberté. La pêche à la mouche, c'est formidable, avec un geste d'une très très grande beauté, l'attention, mais il faut une rivière. Donc on ne peut pas faire de la pêche à la mouche seulement partout. L'avantage de la marche, c'est qu'on peut faire de la marche partout, même sur le pont d'un bateau. Il faut être un peu dingue, c'est vrai. Donc elle a ceci de particulier. Même la chasse, je sais pas. Il y a une chasse dont je ne comprends pas qu'elle puisse en heureux. Quand je vois des personnes, parfois des personnes qui ont déjà bien vécu, qui n'ont pas fait beaucoup d'efforts dans leur vie, apparemment, en tout cas, qui ont un embonpoint tout à fait considérable, et qui, en bord de forêt, sur la ligne, sont postés sur un petit siège pliable, leur fusil à côté d'eux, et restent là en attendant que débouche le gibier poussé par le rabatteur. Là, honnêtement, je comprends pas. Il faut dire. Alors maintenant, je vous dis que la pensée était fille rebelle. Et elle refuse même de se laisser emprisonner dans le cadre que je lui ai assigné, c'est-à-dire la marche. 2 bouts, mais 10 bouts si vous voulez aussi. C'était pas une question. Voilà, donc... Moi, pour répondre à... Donc, je disais, moi j'ai une activité, enfin je suis pas depuis quelques temps, quelques dizaines d'années, qui me donne la même sensation que la marche, et c'est la taille de la vigne. Bon, certains vont être surpris, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils sont bêtés, qui se faisaient suer à tailler les vignes et qu'ils avaient qu'une seule hâte, c'est qu'il n'est plus à en tailler. Mais pour moi c'est une activité justement qui relève de la même chose du pied,
Quand on aborde une parcelle, on sait que lorsqu'on prend la première souche, on devra aller à la dernière, que chaque souche est différente, que chaque souche, on reconnaît la taille qu'on avait fait l'année d'avant. Donc il y a une réflexion, une pensée qui évolue, même si certaines souches sont faciles, on peut penser aussi à d'autres choses. Et je trouve que c'est aussi enrichissant que les périodes de marche que j'ai fait, comme vous. Mais je suis tout à fait d'accord, et vous pourriez citer beaucoup d'exemples qui vous permettent de retrouver le même sentiment. Il y a une exigence, et ça va être ma conclusion finale. C'est que dans ce monde qui est difficile, compliqué, très déstabilisant, une conférence que je fais énormément actuellement concerne l'intelligence artificielle, dont je suis devenu un assez bon spécialiste, mais y compris avec les robots intelligents. L'un des grands défis de l'humanité pour demain dans ce monde incertain est de savoir si la question du bonheur restera possible. On aspire tout à être heureux, mais il n'y a pas de bonheur humain sans pensée. Essayez de réfléchir à n'importe quoi qui vous apporte le bonheur. Un bonheur gastronomique ou un bonheur sexuel. Le moment de l'extase est assez bref. Et en plus, on a du mal à se rappeler exactement comment c'était. Ce qui est vachement bien, c'est qu'on se rappelle comment on y est arrivé, et après tout le contexte, après que c'est arrivé. C'est-à-dire en pensant. Et donc, si l'on veut continuer, quelle que soit l'évolution du monde, à aspirer et à parvenir à être heureux, il faut vraiment s'efforcer de laisser toute sa place à la pensée et à ce qui peut la stimuler. Et l'un des points qui stimule la pensée, naturellement, c'est la disponibilité à la beauté. Soyez disponible à la beauté. Je vous vois des fois, vous vous baladez dans un pré, et il y a là une nocia ou une scabieuse ou des fleurs comme ça, il y en a tant, vous ne les regardez plus, ou une chicorée des prés ou des choses comme ça qui existent par centaines de milliers, et vous ne les regardez plus, mais continuez de les regarder. Sachez vous arrêter, sachez poser un genou à terre. Ces fleurs sont des merveilles, elles sont extraordinaires. Les tubes de la nocia avec leur dégradé de blanc, de bleu, un peu de rose, leur mouvement avec la luminosité, c'est une merveille. Y en aurait-il des millions partout, c'est une merveille. Vous pouvez être heureux en regardant un genou à terre les nocias, n'oubliez pas.